Bonjour tout le monde, donc on va continuer en français, désolé je ne l'ai pas préparé en anglais. Je me présente, je m'appelle Jean-Charles et ce soir avec vous on va discuter de gRPC et on va l'intégrer avec un peu de Nest pour la partie TypeScript. Euh, Très rapidement, je suis développeur depuis plusieurs années, majoritairement JavaScript et depuis 2 ans et demi TypeScript. Vous pouvez retrouver mon profil Twitter et mon profil GitHub si vous le souhaitez. Pourquoi ce soir je fais un talk sur le gRPC? C'est parce que dans mon travail actuel chez TradeLab, on s'est posé la question des microservices il y a un peu plus d'un an. Et finalement, il y a une question qui est revenue, c'était la communication entre ces services. Et dans la veille qu'on a pu faire, il y a un mot-clé qui est revenu, et c'était le gRPC. Donc ce soir, je vais enlever juste ça, hop. La question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est le gRPC? Mais avant de se la poser, moi je vais vous emmener un petit peu dans ma réflexion. Et quand j'ai commencé à faire de la veille sur le sujet, il y a pas mal de tweets comme ça qui sont apparus. De REST à gRPC, gRPC qui va être choisi plutôt que REST, REST versus gRPC, un collègue qui disait tiens, utilisez tout le temps du gRPC entre les microservices, et Kotlin qui a intégré dans leur framework ce module, donc gRPC. Et finalement, moi je me suis posé la question, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on utilise actuellement entre nos services pour les faire communiquer? Et c'est vrai que peut-être vous la posez, mais moi je me la suis posée il y a un an, et la réponse c'était ça. Non, je plaisante. Ça, c'était il y a quelques années, une fois j'en ai fait. SOAP, en fait, c'est un protocole d'échange basé sur le XML qui avait la particularité d'avoir un fichier de description. Donc en gros, on recevait une enveloppe avec un message et puis on recevait aussi un WSDL, un WSDL, qui permettait d'avoir en fait une description du endpoint. Donc concrètement, on n'utilise pas ça, nous on utilise ça, du REST. Sauf que ce truc-là, derrière, c'est pas un protocole, c'est pas une techno, c'est des patterns d'architecture pour correctement implémenter vos web services. Donc c'est basé sur le protocole HTTP avec le format JSON. Probablement que tout le monde ici en a fait. Non, si c'est pas le cas, dites-le moi. Non. Du coup, voilà. Le reste, c'est ce qu'on utilise, que ce soit pour du client en serveur ou des fois du serveur à serveur. Et moi, je me suis posé la question de savoir, finalement, c'est bien le reste, on l'utilise tous les jours, mais pourquoi c'est bien? Déjà, c'est bien parce que c'est facile à comprendre. On va avoir des endpoints qui décrivent des entités, des ressources, et on va avoir des méthodes, put, post, patch, etc., qui vont permettre de manipuler ces ressources. Donc, finalement, n'importe quel développeur qui arrive dans un service, qui arrive sur des endpoints REST, il sait à peu près de quoi ça parle. C'est construit on top of HTTP, donc c'est utilisable facilement par les clients, en plus maintenant c'est bien intégré. Ça commence avec le HTTP2, mais pas forcément partout. Tous les langages font du endpoint HTTP plus du JSON. Et la plupart des développeurs, finalement, l'utilisent depuis 10 ans. C'est devenu à peu près un peu la norme. Sauf que si on prend un peu de recul par rapport à REST, et surtout derrière HTTP et JSON, il y a des choses qui ne vont pas forcément. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de contrat quand on attaque une API REST. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de documentation, si ce n'est pas maintenu correctement, vous allez avoir vos endpoints et vous allez devoir faire du rétro-engineering, faire vos get, faire vos posts pour savoir quoi envoyer. Et ça, c'est un problème. C'est un premier problème parce que humainement, on va devoir maintenir une documentation. Alors, il existe des outils comme Swagger, comme Spotlight, qui permettent d'écrire de la doc. OK. Mais concrètement, si un gars part, qu'il avait la connaissance, qui ne maintient pas sa documentation, ça peut poser des problèmes. Le deuxième souci, c'est par rapport au format, c'est du JSON, donc c'est pas typé. Et si vous êtes là, vous aimez probablement le typage, ou pas. Non mais après, chacun a son truc. Mais voilà, c'est pas typé, donc quand vous recevez un JSON, vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que vous allez recevoir.
vu que c'est basé sur du HTTP comme protocole, le streaming est difficile. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas faire de streaming bidirectionnel, streamer de la donnée vers votre serveur et streamer le retour. Et alors, j'ai mis que c'était inefficient, ça l'est pas tant que ça quand même. C'est juste que vu que c'est basé sur du texte, du JSON, CSV, XML, c'est moins performant au niveau du network. Donc finalement, après avoir soulevé ces problématiques, pas de contrat d'API, du streaming qui est difficile et finalement peu efficace, je repose la question, qu'est-ce que c'est le gRPC? Parce qu'on va répondre à ces questions-là, à ces problématiques-là, avec cet outil. Donc le gRPC, d'après le site officiel, c'est un framework RPC open source très performant. Bon, là, vous en savez autant que moi. En gros, on va déjà se concentrer sur le RPC. RPC, c'est pour Remote Procedure Call, et ça a été développé dans les années 70, et ça permet en fait de lancer des commandes de machine à machine. Donc peu importe le type de commande. Et Google, puisque c'est Google qui l'a fait, a développé un framework au-dessus de ce protocole-là. Ça s'appelait Stubby en 2015, et en 2017, ils ont décidé en fait de l'open sourcer pour la communauté. Donc, pour répondre à la problématique des contrats d'API, ils ont créé ce qu'on appelle une Interface Definition Language qui est basée sur du protocol buffer, des points proto. Et ça, que vous soyez du côté client ou du côté serveur, si vous ne l'avez pas, ça ne peut pas marcher. Donc c'est vraiment votre contrat, et ce fichier de description, en fait, il va vous servir de documentation parce qu'il va être fortement typé. C'est basé sur HTTP2, donc en gros, on va créer un tunnel qui va relier deux machines, TCP, et à l'intérieur, il va y avoir des calls HTTP2, donc qui vont permettre le streaming. Et depuis quelques temps, c'est supporté sur pas mal de langages, C++, C#, PHP, JS, moi j'avais pas mis TypeScript, mais dans l'idée c'est pareil. On va se concentrer maintenant sur ce contrat d'API, sur le premier point. Ça c'est un exemple d'un contrat tout basique. On définit un Hello Service et on a une méthode à l'intérieur qui s'appelle CHello, qui prend en entrée un premier message Hello Request et qui retourne une Hello Response. On voit que c'est typé avec une chaîne de caractères greetings et dans le message de réponse reply. Alors, il n'est pas très exhaustif, je vous en ai préparé un autre. Prenons le cas d'un meet-up. On va avoir un speaker et nous, le but en fait, c'est de proposer une API qui renvoie un speaker ou des speakers. Du coup, on va créer un service, speaker service, qui va posséder deux méthodes, getSpeaker et listSpeaker. D'accord ? Si on fait un parallèle avec REST, finalement, on a une entité qui s'appelle speaker et on va avoir une méthode get sur /speakers et une méthode get sur /speaker /l'id du speaker. Okay ? Et finalement, en fait, notre définition, elle va être au niveau des messages, puisque quand on va vouloir requêter une liste de speakers ou un speaker, eh ben, on va définir les échanges qu'on va avoir. Donc un speaker, il prend un ID, donc c'est un int32, on peut avoir un int64, on peut avoir d'autres choses. Un type, speaker type, qui a été défini au-dessus, c'est un enum. On va avoir un name et un message. Bon, ça c'est des strings, peu importe. Et les speakers, donc la liste de speakers, eh ben, en fait c'est qu'une répétition du type speaker plus haut. C'est bon ? On va regarder maintenant, donc juste ce que je vous ai présenté, c'est vraiment le contrat. On va en faire un après. Là, maintenant, on va regarder les détails de l'implémentation. Quand il y a un client qui appelle un serveur gRPC, on ouvre une connexion TCP physique, du coup, de longue durée entre les deux machines. À l'intérieur de cette connexion, on va faire des calls HTTP. Grosso modo, ça fonctionne comme ça, deux machines, on ouvre une connexion, et à l'intérieur, on fait des calls logiques. Donc là, par exemple, si on prend l'exemple de tout à l'heure, speakerService.getSpeaker qui prend getSpeakerRequest et qui renvoie un speaker. Et c'est surtout, l'intérêt de ce truc-là, c'est qu'on va pouvoir faire du streaming. Par exemple, si vous avez peut-être dû faire du parsing sur des gros fichiers, vous pouvez envoyer le fichier, que vous ayez le parsing qui commence, faire du traitement, de l'agrégation, etc. et renvoyer
petit à petit le résultat, plutôt que de le renvoyer en une fois. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais, parce qu'il y a un mais, forcément, c'est pas tout rose, il y a des choses qui vont pas là-dedans. De mon point de vue, il y a l'authentification. Ok, on a fait une connexion qui dure longtemps. Ouais, mais comment on gère les calls à l'intérieur? Est-ce qu'on peut contrôler, en fait, on a un système un peu comme OAuth, ou comment on gère finalement les utilisateurs qui vont appeler cette API-là? La gestion des codes d'erreur. Quand on parle de call HTTP2, c'est wrappé dans le framework gRPC. On ne fait pas un call comme on le ferait avec un express. Donc on n'a pas la main sur la request et la response. On ne peut pas setter un statut code 500 avec un message custom. Et du coup, ah oui, j'ai oublié d'en parler, mais c'est du binaire qui transite entre les deux machines. Donc ce qui fait que quand ça foire, eh ben, c'est pas forcément très lisible. Ce qui vient au troisième point, la gestion des erreurs et le tracing. Ça, c'est problématique. C'est vrai que c'est moins facile à débugger que du JSON ou qu'un autre format textuel. Et le dernier, c'est la gestion des points proto. Quand on commence à développer un serveur gRPC, on est content, surtout avec Nest, on se crée une fonctionnalité et puis on crée dans le point proto à l'intérieur. Et puis, 2 semaines plus tard, il y a un collègue qui vient nous voir et nous dit « Bah ouais, moi je veux bien attaquer ton serveur, mais il me faut ce point proto. » Ok, bah, il ne va pas cloner notre projet pour attaquer ce point proto. Donc il faut les mettre quelque part. Est-ce que c'est dans un repo GitHub? Est-ce que c'est partagé quelque part? Et ensuite, vu que nous, on a pour objectif d'ouvrir ces API, il faut gérer un versionning. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on introduit des breaking change, on va devoir versionner nos points proto pour que les clients qui les utilisent continuent de l'utiliser. Donc voilà, ça c'est un peu la face un peu sale. En tout cas, on n'en parlera pas plus aujourd'hui. Là, c'est qu'une overview, mais ça vaut le coup de s'y intéresser. Live coding, je vous ai parlé de Nest. On va faire du Nest, c'est cool. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Je présume que non. Là, c'est bon? Je vous ai préparé un tout petit projet avec la CLI de Nest qui a qu'un app controller. La première chose qu'on va faire, en fait, c'est créer. Alors Nest, le logo c'est un chat, donc on va parler de chat. On va faire un cat service, ok? Et on va essayer de récupérer un chat. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est créer simplement un contrôleur de chat. gco-cat. Et le but de ce live coding, c'est simplement faire un serveur gRPC. On ne s'intéressera pas à la partie cliente, même si on pourra en parler après. Donc on a créé notre contrôleur cat, il ne possède rien. Et la première chose que je dois faire, c'est créer mon point proto. Hop. Donc je veux créer un service, un cat service. Donc je dis que mon fichier c'est du proto. Hop. Il a besoin, ce point proto, d'un nom, donc on parle de package, on va lui dire que c'est le package cat, et on va commencer à créer notre service. Donc le service, ça va être cat service. Et là, c'est un peu comme une classe, on ouvre des brackets, et on va définir les méthodes à l'intérieur. Donc c'est des méthodes RPC, donc on utilise le mot-clé RPC, et là, on va nommer nos fonctions. Donc on a envie de récupérer un chat, donc on va en trouver un. Ce truc-là, il prend un message en entrée, d'accord? Donc on va dire que ce message, il s'appelle cat_by_id, et il returns un chat. Et voilà. Maintenant, ce qui n'est pas défini, c'est ces deux messages. Donc je vais les définir. Donc c'est le mot-clé message. On utilise le cat_by_id. Hop. Et là, vu que c'est qu'un ID, on va simplement lui définir un type et sa position. De la même façon, je définis
mon chat. Hop. Et lui, il va avoir line32 aussi pour son ID et il aura une string pour son name. Donc là, j'ai mon point proto. Ça, c'est ma documentation. Ouais. Très bonne question, j'en sais rien. Non, je sais pas. Non, mais je ne sais pas. C'est vrai que oui, dans les interfaces, on peut extendre d'autres interfaces. C'est vrai que dans ce cas-là, je ne sais pas si on peut faire ça dans les messages. Juste les numéros, ils correspondent à quoi? Au positionnement, en fait. Ah, ok. Donc, je vais aller dans mon cas de contrôleur. Je vais définir une méthode findWhen et qui doit répondre à ce qu'on a ici. Donc, je vais lui prendre de la data qui sera typée cat by ID. Donc là, je vais devoir redéfinir des interfaces qui seront exactement la copie conforme de mes messages en gRPC. Hop. Hop. Et ça return un cat forcément. Donc on va définir tout ça. Cat by ID. Hop. Donc là, je définis mon cat. Ouais, effectivement, ça pourrait être bien. Il faudra regarder. Et un name. On va se faire un tableau de chat aussi, très rapidement. Hop. Et du coup, ID 1. Hop, mes chats s'appellent Node et Deno. Mais je préfère Deno maintenant. Non, je plaisante. Ah. Bah ça marchera pas du coup. Non, je plaisante. Hop, et du coup dans ma findWhen, je vais simplement faire un find sur cette liste. Hop. Et id égale data.id. Donc ça, c'était la partie pas intéressante parce que tout le monde sait faire un find. Nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est la particularité du framework Nest, c'est qu'il vous permet de facilement faire des méthodes en gRPC. Et pour ça, il y a un décorateur qui s'appelle gRPC méthode et qui est dans la bibliothèque microservices. Ce décorateur, il prend un argument, il prend le nom du service pour faire le lien avec le proto. Donc ici, j'ai défini 4 services et je vais devoir lui donner le même nom. Il prend un deuxième argument qui n'est pas obligatoire, c'est le nom de la méthode. C'est-à-dire que si ici j'avais appelé ça get, j'aurais été obligé de lui faire le lien avec la méthode findOne en lui précisant que c'était cette méthode-là. Sinon, on n'en a pas besoin. Là, dans mon cas, j'en ai pas besoin parce que quand Nest fait la liaison entre le point proto et ma fonction, il regarde et il fait d'abord en lowercase, c'est assez bizarre, mais il fait find sans majuscule et ensuite il fait find avec une majuscule pour voir s'il trouve. Subtilité du framework, mais ça, bon, peu importe. Donc là, on a notre méthode, on a notre premier contrôleur qui a une méthode findOne. Et nous, le simple truc qu'on va devoir faire, c'est dire à notre application, alors c'est déjà le cas parce que j'avais un peu anticipé, normalement quand vous créez une application Nest, vous faites un nestfactory.create. Dans notre cas, on va utiliser en fait la méthode create microservice qui va prendre en option les options du gRPC. Alors je vais vous les montrer. C'est un objet qui contient en fait le type de connexion voulu, donc gRPC, et là simplement une URL, un package et les points proto sur lesquels on va sur lequel le build finalement est fait. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ouais non attendez, il est déjà lancé. Si je compile,
Non, pas du tout. Ça va marcher. Et non, pas du tout. Et voilà, et là ça marche. Alors, là on n'a que la partie serveur. Pour vous montrer que ça marche vraiment, on va utiliser ce qu'on appelle un gRPC curl. Donc c'est un petit outil fait en Go qui permet d'appeler les... Ouais, de simuler effectivement les appels. Donc en gros, on va se mettre sur un autre navigateur. Hop. Ouais, c'était bon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un curl. Je lui ai demandé de me passer l'ID 2. Plaintext, c'est pour pas que ça renvoie du binaire. Je lui spécifie en tant que client où chercher mon point proto. Et je lui dis sur quel serveur il tourne et la méthode que je dois appeler. Donc là, cat, donc le nom de mon package, cat service, le nom de mon service, et find one, la méthode. Et ça me renvoie un objet, donc le message cat, qui contient un ID et le name. Voilà, c'est tout. Je mets quand même la slide. Voilà.